Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. AstraZeneca retire son vaccin du marché. Pourquoi le vaccin anti-coronavirus Vaxzevria? Pourquoi? Eh bien, le laboratoire dit lui-même pas assez de demandes. Ah bon, les gens, ils veulent plus se faire vacciner ou qu'est-ce qui se passe? Évidemment, on est dans le régime de l'offre et de la demande. On va en parler tout de suite avec Christine Coton. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Les goguettes, hein, très spécialisé effectivement dans les parodies, les goguettes. Alors les gens de mon âge existent, disent-ils, ils sont jeunes et puis mais ils sont pas apparemment les seuls à hésiter puisque voilà, chute des ventes. Qu'est-ce qui se passe? Alors on va en parler avec Christine Coton. Christine Coton, je le rappelle, elle est biostatisticienne. Elle est auteure et on l'avait reçu déjà pour cela, un livre qui a fait beaucoup parler de lui, beaucoup de bruit, tous vaccinés, tous protégés, vaccin Covid-19, chronique d'une catastrophe sanitaire annoncée, aux éditions Guy Trédaniel. Alors Christine Coton, vous évidemment, vous n'avez pas attendu la chute des demandes pour parler de cela. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que alors que d'autres laboratoires, Pfizer et compagnie, annoncent à la fois d'autres pandémies ou d'autres épidémies et puis d'autres vaccins, AstraZeneca, en tout cas, rend son tablier là-dessus, pas pour le reste. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Alors, bonjour Monsieur Berkov. Bonjour. Bonjour à ceux qui nous écoutent. Alors, donc ce retrait de l'autorisation de l'AstraZeneca, il est rendu officiel par la Commission européenne le 27 mars, mais il rentre en vigueur là qu'au mois de mai. Alors ce qu'on sait, enfin moi ça m'étonne pas du tout parce que comme vous le savez et vous l'avez dit, cela fait depuis décembre 2020 que je travaille sur ces vaccins Covid en tant que donc biostatisticienne, c'est-à-dire la personne qui fait les analyses dans les essais cliniques et comme certains ne le savent pas, ce ne sont pas les médecins. Oui, sur le fond, quand vous avez commencé, on en a déjà parlé, mais je voudrais qu'on en reparle, évidemment. Sur le fond, quand vous avez commencé, effectivement, vous avez pris des positions très, très précises et très tranchées là-dessus. Vous, en tant que biostatisticienne, je voudrais peut-être, Christine Coton, c'est important que vous disiez, quand vous disiez, voilà, nous regardons, je voudrais que vous précisiez beaucoup plus, enfin, un peu plus aux yeux du public, ce que c'est que votre rôle et pourquoi vous avez un regard spécifique et très précis sur ce qui s'est passé. Parce que moi, mon rôle, c'est, alors en tant que biostat et en tant qu'ancienne directrice d'une société de recherche sous contrat spécialisée dans la gestion des données des essais cliniques, c'était d'écrire, ou c'est toujours, parce que je travaille encore pour quelques laboratoires, et j'ai d'ailleurs travaillé pour AstraZeneca. Et ouais, je ne peux pas dire que j'ai rencontré des gens qui travaillaient mal. Ce serait faux de dire faut être honnête. Absolument. Mon rôle, c'était de fournir, à partir des bases de données des essais cliniques, les tableaux de résultats. Et d'écrire la méthodologie correcte pour que les résultats soient donc ce qu'on appelle fiables et intègres du point de vue des bonnes pratiques cliniques. Alors, mais d'ailleurs, ce rôle-là, moi, ce regard critique, il n'y a pas que moi qui l'ai eu. Si on relit les avis des agences, parce que là, les gens ont l'air de tomber de la lune, on découvre. Non, on découvre rien. Dans l'avis de la HAS, donc c'est là quand même la Haute Autorité de Santé française. Oui. En février 2021, c'est-à-dire au moment où ils écrivent leur stratégie d'utilisation de l'AstraZeneca, en plus de ce Moderna qui a déjà été accepté en décembre et donc le Pfizer un petit peu avant, ils nous disent quand même aucune donnée ne permet d'estimer l'efficacité de ce vaccin sur certaines populations vulnérables, mais Monsieur Berkov, c'est bien celles qui ont été vaccinées en premier, si je ne m'abuse, susceptibles de développer des formes graves de la Covid-19 telles que les personnes immunodéprimées. Il n'y a pas d'argument pour penser que le rapport bénéfice-risque puisse être défavorable. Oui, il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument non plus pour penser qu'il va être favorable. Il n'y a pas de données disponibles sur l'interchangeabilité du vaccin avec d'autres vaccins Covid. Et qu'est-ce qu'il nous disait? Le vaccin nanana, il nous disait
absence de données sur les d'immunogénicité à long terme, sur les femmes enceintes, bien évidemment, absence d'efficacité prouvée, pas manque de recul, Oui. chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Ah ben mince alors. Donc vous voyez, ça c'est l'avis de la HAS, février Absence de 2021. données, absence de données, absence de données. C'était à chaque fois ça, vous dites. Et absence de données ou manque de recul. Ouais. Donc, quand vous savez ça, toutes ces données, elles sont ensuite reprises dans le plan de gestion des risques. Quand vous savez ça, vous doutez bien que vous allez avoir des problèmes. Après, on nous dit ils sont rares. Bon, on va voir. Je vous ai préparé la petite mise à jour avec la pharmacovigilance européenne. Oui. Ils sont pas si rares que ça. Enfin, pour rester dans ce qu'on savait, on a quand même toujours, j'en parle tout le temps, y compris pour le Pfizer, le Moderna, etc. On a quand même des gens qui, aux États-Unis, dans les organes de surveillance des vaccins, le CDC, etc., nous parlaient le 22 octobre 2020 des événements indésirables d'intérêt particulier, c'est-à-dire ceux qu'il faut surveiller. Ouais. Et là-dedans, ils avaient quoi? Ils avaient des décès, ils avaient des tonnes de pathologies neurologiques, des encéphalomyélites, des encéphalites, des crises d'épilepsie, des AVC, des infarctus aigus, ils avaient la myocardite, la péricardite, qui est sortie bien après. Là, on est à octobre 2020. Ouais. Donc, vous voyez qu'en fait, depuis le début, moi, j'alerte en disant les méthodologies ne sont pas bonnes, les résultats sont faux. J'ai fait ma première émission en avril 2021. J'ai dit la méthodologie d'analyse de l'AstraZeneca dans le rapport n'est pas bonne. C'est-à-dire que l'AstraZeneca, c'est pas un essai clinique, c'est 4. Donc, quand vous additionnez les données comme ça s'appelle un pool en langage biostat. Oui. Il faut que vos études, elles soient totalement homogènes pour qu'on puisse évidemment considérer que les patients peuvent être mélangés, on va dire. Et là, vous avez 1er février 2021, commission technique des vaccinations. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces braves gens, Les données de ces essais ont été regroupées, des analyses intermédiaires ont été réalisées, les schémas vaccinaux mis en œuvre dans ces essais sont très hétérogènes. Mais depuis quand, en méthodologie biostatistique, vous groupez des essais qui sont hétérogènes? Qui sont différents. Vous voyez les problèmes, en fait. Au départ, vous avez tous ces problèmes méthodologiques. C'est pour ça que c'est un travail de biostatisticien. Mais les autorités l'ont remarqué. Alors, Christine Coton, justement, on vous répond toujours et on répond toujours. Pardon, AstraZeneca dit je cite, il dit il n'y avait plus de vente à propos toujours du retrait, il n'y a pas eu de vente depuis un certain temps. Ils ajoutent, nous sommes incroyablement fiers du rôle que le Vaxzevria a joué pour mettre fin à la pandémie, qui affirme, le communiqué donc d'AstraZeneca affirme que selon des estimations indépendantes, plus de 6,5 millions de vies ont été sauvées lors de la seule première année d'utilisation du sérum et plus de 3 milliards de doses ont été distribuées dans le monde. Et alors, on vous dit, attendez, vous dites ça, d'accord, il y a eu des effets, il y a eu des dommages collatéraux et des effets extrêmement dévastateurs, mais enfin, par rapport aux milliards de gens qui ont été vaccinés, par rapport aux 100 millions, etc., regardez, il n'y a pas 400 millions de cercueils à travers le monde, donc pourquoi vous faites, effectivement, vous essayez de faire une théorie sur la non-innocuité de ces vaccins? Je vous donne... Alors, pardon, monsieur Berc, oui. La méthodologie des essais cliniques, elle date d'une trentaine d'années. Elle doit suivre des tas de règles qui sont édictées par un consortium auquel toutes les agences de santé ont adhéré. Donc, il n'y a aucune raison qu'on fasse exception pour les vaccins Covid, qui sont, en plus, des technologies, notamment pour le Moderna et le Pfizer, qui ont été développées dans des temps records. Donc, aucune raison. De deux, ce n'est pas parce que, les modèles, les soi-disant les millions de vies sauvées, ce sont des modélisations. Donc une modélisation, c'est quoi? C'est que vous prenez des hypothèses. Si je fais un modèle, je sais pas moi, Y égale à X plus B, mon X, je le remplace par quelque chose. Donc c'est une hypothèse. Je fais varier mon X. Donc c'est-à-dire que si j'ai tel résultat à une semaine, je vais modéliser sur 3 semaines ou 4 semaines, etc., etc. Voilà, si je prends dans ma modélisation une efficacité de, je sais pas moi, pour le Pfizer, 80%, pour l'AstraZeneca,
60, au départ, ils avaient 60, 66, je crois. Oui, quelque chose et comme ça. 90% pour Pfizer au départ, oui. Voilà. Donc, 95. Donc, si je prends 95, oui. ces chiffres-là comme étant, qui sont les chiffres de l'essai clinique, comme étant les vrais chiffres en vie réelle, ce qui est faux, puisque je n'ai pas dans les essais cliniques d'études de la transmission, attention, dans aucun, hein, pour aucun labo. Je Aucune n'ai étude pas de la transmission. Aucune. aucune. N'a été Donc, effectuée. aucune efficacité prouvée sur la transmission. Je n'ai pas d'efficacité prouvée sur les cas asymptomatiques. Or, nous, dans le nombre de cas qu'on comptait, il y avait bien là-dedans des milliers, peut-être des millions d'asymptomatiques. Donc, si je prends des hypothèses d'efficacité qui sont complètement surestimées par rapport à la réalité, mais mon modèle, il va conclure que j'ai sauvé 30 millions, 40 millions, ça, on pourra compter ce qu'on veut. Ouais. Concrètement, le rapport bénéfice-risque, c'est quand même d'épargner des vies, effectivement, d'épargner Bien des sûr. hospitalisations. Et vous n'avez pas, dans aucun rapport, d'effet démontré sur la mortalité. Hein. Moi, je suis désolée. Que quelqu'un me montre dans un rapport clinique l'efficacité sur la mortalité Covid. Ça n'existe pas. Donc, vous voyez que c'est depuis le début, je vous l'avais déjà dit, Monsieur Bercoff, depuis le début, on nous prend vraiment pour des cons et on nous prend surtout pour des gens qui ne savent pas lire les documents. Et encore plus, alors moi qui suis harcelée, ça fait 3 ans, donc plus de 3 ans, qu'on alerte avec les associations de victimes, dont Verity France. En France, on a le cas Anthony Rio, qui est décédé 10 jours après sa première dose AstraZeneca d'une thrombose massive abdominale. La rate a éclaté. Donc la famille a mis 3 ans enfin pour obtenir l'imputabilité. Ce cas est déféré à la justice. Hein. Donc je sais plus, c'est son avocat, c'est Maître Boitin. Il est déféré à la justice pour... c'est pas de l'empoisonnement, mais enfin ça y ressemble. Bon, on a quand même... je veux dire, on regarde les chiffres. Alors, on regarde les chiffres. Je vais vous les donner, les chiffres. Donc, on a sur le site Eudra Vigilance, on a 553 655 cas reportés. Le site Dravidien français, c'est le site français, ça. Pharmacovigilance européenne. Oui, européenne, d'accord. Donc, vous avez 43% de cas graves. Mais ça ne devrait pas alerter les autorités d'avoir 43% de cas graves. Surtout quand on sait qu'on a un sous-report, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens peut-être ou des décès, ces gens ne figurent pas là-dedans puisque ça n'a pas été déclaré. Ouais. Donc combien de malades pour épargner combien de vies? Mais le rapport bénéfice-risque, il est vite calculé. Et dans ces cas, vous avez quoi? Vous avez 285 000 cas, ce sont des troubles nerveux. C'est exactement le cas de Brian Dressen, maladie neurodégénérative. Ouais. Vous avez 17 000 cas qui touchent le système sanguin ou lymphatique. Et sans vous avez des thromboses, bien évidemment. Et sans parler des femmes enceintes, et sans parler des jeunes. Moi, je me rappellerai toujours, et vous vous rappelez de cette vidéo qu'on a vue du matin au soir pendant quelques mois, de la petite fille qui embrassait sa grand-mère, et la grand-mère se retrouvait intubée. C'est une vidéo qui a fait... ouais. Sachant que le vaccin n'empêchait pas aucun. La transmission, ce n'était pas prouvé dans les essais cliniques. Alors ensuite, ils nous ont sorti tout un tas d'études en vie réelle qui ne valent pas un clou au niveau méthodologique pour dire, ah ben non, finalement, ça freine la transmission. Puis si vous vous souvenez bien, ça freinait de 80%, et puis de 62%, puis de 56%, et puis finalement, on était à 3% que ça freinait la transmission. Bon, visiblement, ça freinait rien du tout, puisque pour quelque chose qui était censé éradiquer le Covid, on en est toujours au même point. Hein. Enfin, donc là, je pense que les gens ont compris, puisqu'ils ne vont plus se faire vacciner. Donc pour en revenir à ce cas d'Anthony, qui a été emblématique en France, il a été sorti par l'association Verity France, avec laquelle je travaille depuis 3 ans. Hein. Oui. Pas loin. Et donc, enfin, il a fallu une bataille de 3 ans pour enfin reconnaître que ce pauvre garçon étudiant en médecine de 24 ans était décédé des suites de ce vaccin. Alors, en Angleterre, on en a plein. Hein. On a des cas qui sortent de partout. AstraZeneca, je crois qu'il leur demande 100 millions de livres de dommages et intérêts pour 50 victimes. Bon, donc du coup, alors ils retirent du marché parce qu'ils vendent plus. Mais je veux dire, encore une fois, il faut arrêter de se foutre de nous. Hein. Mais non, ils retirent du marché parce que je crois qu'ils ont commencé à comprendre qu'il fallait limiter les dégâts. Enfin, bon. Et que c'est que le début de la chute des vaccins anti-Covid, et c'est que le début de la chute des laboratoires. Parce que, alors je rappelle, Monsieur Bercoff, pour tous ceux qui ne le savent pas et qui nous écoutent, je rappelle que le produit
Pfizer reçu par la population n'est pas celui de l'essai clinique. Donc là, vous voyez le nombre d'effets qu'on peut avoir avec AstraZeneca, les plaintes qui commencent à tomber de partout. Vous imaginez les problèmes qu'on va avoir avec les autres qu'il reste, ceux qui sont donc ARN messager et qui ont été développés en quelques heures sans avoir, pour Moderna, sans avoir jamais vu le virus. Non, mais et en fait, alors tout cela, bon, évidemment, je dis ça parce que nous accueillons toutes les vues. Évidemment, si AstraZeneca ou Pfizer veut répondre, évidemment, il a le micro ouvert et ce serait très bien, d'ailleurs, face à Christine Coton. Mais le problème... Il n'y a pas de problème. Hein, vous êtes d'accord là-dessus? Ah ben, il n'y a aucun problème. Christine Coton, juste un mot. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, vous avez parlé de l'Angleterre, vous avez parlé aux États-Unis aussi qu'il y a énormément de plaintes déposées même par des États, etc. Est-ce que aujourd'hui il y a vraiment, à votre avis, une prise de conscience assez grande, même si elle n'est peut-être pas majoritaire, mais assez grande, en disant au moins, et c'est vrai, on a le droit de se poser des questions. En tout cas, je parle des gens qui ne sont pas comme vous, ni biostatisticiens, ni épidémiologues, ni virologues, et qui effectivement ont le droit, en tout cas, de poser des questions sans qu'on les traite de complotistes et de factieux, etc. Ça me paraît la moindre des choses. Monsieur Berkoff, il suffit de lire les documents officiels. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, je n'ai fait que mon métier de biostatisticienne. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré les rapports des laboratoires dès décembre 2020 pour ceux qui étaient disponibles, en 2021 pour l'AstraZeneca et le Johnson & Johnson. J'ai lu les rapports cliniques, j'ai lu les plans de gestion des risques, j'ai lu les résumés des caractéristiques produits, j'ai lu les avis de la HAS. Bon, ben je n'ai rien inventé. Je veux dire, on lit. Moi, mon métier, c'est la méthodologie des essais cliniques. Je lis, je vois tout ce qui n'est pas testé, je vois tout ce qui est donné manquante, je vois tout ce qui n'est pas prouvé comme étant efficace. Aucune efficacité démontrée sur les cas sévères, ni pour l'AstraZeneca, ni pour le Pfizer, ni pour le Moderna. Donc, on ne vienne pas maintenant nous raconter. Bon, alors voilà, on nous sort depuis, je vous dis, on nous harcèle, on nous insulte, on nous diffame, mais concrètement, il n'y a pas un professionnel qui a rédigé un document qui tient la route pour contredire ce que j'ai écrit depuis 3 ans. Pas un seul. Mais de toute façon, c'est impossible puisque ce sont les docs officiels. Donc si maintenant ces gens, ils ont été, on va dire, pressurisés à un moment parce qu'on leur a mis la pression pour accepter vite l'Agence européenne du médicament qui autorise un produit Pfizer qui n'est pas celui de l'essai clinique. Mais depuis quand on autorise un produit pour lequel on n'a pas de résultat d'efficacité, de tolérance ou de dosage des anticorps? Depuis quand? Jamais. Donc on ne respecte pas les règles qu'on a mis des années à établir et qui permettaient d'avoir des vaccins et des médicaments sûrs et efficaces, ou à peu près, ou on va dire dans 95% des cas. Parce qu'il faut le rappeler, même vous, Christine Coton, mais vous n'êtes pas anti-vax au sens théorique du terme. Mais anti-vax et complotiste, c'est du vocabulaire de cabinet de conseil que blablatent les incultes qui sont pas capables d'ouvrir 3 documents pour éviter le débat. Voilà. Alors ils veulent pas débattre parce que soi-disant je suis anti-vax. Non, moi je suis biostatisticienne pour l'industrie pharmaceutique depuis 1995 et quand ces gens auront travaillé dans 500 essais cliniques, voire plus comme moi, ils pourront ouvrir leur bouche. Pour le moment, la seule chose qu'ils aient à faire, c'est se taire. Et de toute façon, leurs insultes, aujourd'hui, on a quand même le professeur Raoult qui passe aussi... en tout cas, vous l'ouvrez, Christine Coton, et effectivement, personne n'a à se taire, mais opposer des arguments et débattre vraiment sur des faits. Merci, Christine Coton. Merci d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff.